Quand on pense au livre Le Prince de Machiavel, on pense souvent à un traité historique. Mais en réalité, c'est bien plus un rapport de consultant, un guide systématique et, disons-le, impitoyable sur la mécanique du pouvoir. Alors pour cette analyse, on va mettre l'histoire de côté et se concentrer uniquement sur la méthode. Et voici donc l'analyste. Son nom, Machiavel, est devenu un adjectif, un synonyme de ruse, de manipulation. Pourtant, sa méthode, à lui, elle n'est pas basée sur l'intrigue. Elle est basée sur une observation froide, objective, presque chirurgicale de la réalité du pouvoir. Cette phrase-là, elle est brutale, elle est directe et elle est vraiment la pierre angulaire de toute son analyse. Pour lui, la politique, ce n'est pas une affaire de morale, c'est un calcul de force. Et c'est de là que part toute sa logique implacable. Alors justement, allons au-delà de cette caricature, on va aborder Le Prince, non pas comme une œuvre littéraire, mais vraiment comme un manuel d'analyse stratégique. On va examiner le système qui se cache derrière le mythe. Comme tout bon analyste, la première chose à faire, c'est de catégoriser son sujet. Machiavel ne fait pas exception. Il observe le monde politique et le divise en deux grandes catégories. D'un côté, les républiques et de l'autre, les principautés. Cette distinction, toute simple, c'est la base de toute son analyse. Et à partir de là, il commence à raffiner son analyse. Il laisse de côté les républiques pour se concentrer là où le pouvoir est le plus personnel, le plus instable, les principautés. Et même là, il les sépare encore en deux types bien distincts. Et cette distinction-là, elle est cruciale. D'un côté, le pouvoir héréditaire. C'est stable, c'est presque automatique, les gens sont habitués, ça roule. Mais de l'autre, les nouvelles acquisitions. Ah, là, c'est une autre paire de manches. C'est là que la vraie partie se joue. C'est là, pour le citer, que se rencontrent toutes les difficultés. Maintenant, face à un État qui a déjà goûté à la liberté, Machiavel présente trois options, très froides. Son raisonnement est simple. Le souvenir de la liberté, c'est un feu qui ne s'éteint jamais vraiment. Ça peut alimenter la rébellion à tout moment. La conclusion logique, même si elle est terrible, c'est que la solution la plus sûre est souvent la plus radicale. Bon, après avoir défini le terrain de jeu, Machiavel passe à la boîte à outils, les outils stratégiques qu'un nouveau prince doit absolument maîtriser s'il veut réussir. Et attention, ce ne sont pas des suggestions, ce sont des nécessités. Là, on touche vraiment au cœur de la pensée de Machiavel. La cruauté, pour lui, c'est pas une question de morale, c'est une question d'efficacité. Un seul acte de cruauté, bref, décisif, est stratégiquement bien meilleur qu'une oppression constante qui, elle, ne fait que nourrir le ressentiment. La question classique, vaut-il mieux être aimé ou craint? Pour Machiavel, la réponse est claire. Être aimé, c'est bien, mais l'amour dépend de la volonté des autres. La crainte, par contre, c'est un outil de contrôle beaucoup plus fiable, parce qu'elle dépend uniquement de la volonté du prince et de sa capacité à punir. C'est un levier bien plus solide. Et pour illustrer ce qui arrive quand on ignore ces règles, voici l'autopsie d'un échec politique, la campagne de Louis XII en Italie. Chaque point de cette liste est une erreur stratégique. Au lieu de consolider son pouvoir, il n'a fait que renforcer ses ennemis et affaiblir sa propre position. C'est un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire. Mais Machiavel ne se contente pas de lister des échecs. Il fournit aussi une étude de cas détaillée d'un prince qui, lui, a fait presque tout correctement malgré des défis immenses. C'est son modèle, son exemple à suivre. Le cas de César Borgia est fascinant parce qu'il partait d'une position de faiblesse extrême. Son pouvoir n'était pas le sien. Il lui était prêté par son père, le pape, et il dépendait d'armées qui n'étaient pas les siennes. Bref, son pouvoir, c'était un véritable château de cartes. Et pourtant, il a méthodiquement transformé cette faiblesse en force. Chaque action était calculée. D'abord, neutraliser les rivaux. Ensuite, attirer ses propres capitaines déloyaux dans un piège mortel. Puis, utiliser la terreur pour pacifier un territoire. Et enfin, le coup de génie, gagner le peuple en sacrifiant publiquement son propre agent. C'est une séquence d'une efficacité clinique. La seule erreur majeure de Borgia n'a pas été militaire. Elle a été politique. Il a permis l'élection d'un pape à qui il avait nui dans le passé. Il a cru, à tort, que les services rendus récemment pouvaient effacer les vieilles rancunes. C'est cette erreur de jugement, cette seule erreur, qui a provoqué sa chute. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de cette analyse froide et systématique du pouvoir? Quelles sont les leçons fondamentales que ce rapport nous livre? Le rapport final est sans ambiguïté. Le pouvoir a sa propre logique, une logique impitoyable. La chance, la fortune, ça joue un rôle, bien sûr. Mais ce qui est décisif, c'est la vertu, cette compétence, cette audace. Il faut aussi compter uniquement sur ses propres forces, parce que les mercenaires, ils trahissent. Il faut maîtriser l'art de la guerre.
Et surtout, il faut comprendre que pour préserver l'État, la morale de tous les jours peut devenir un handicap mortel. En fin de compte, Machiavel ne donne pas de leçons de morale. Il ne dit pas ce qui est bien ou mal. Il fournit une lentille, un outil pour décortiquer la mécanique du pouvoir. Ça nous force à nous interroger sur la nature même du leadership. Alors, réalisme brutal ou manuel pour la tyrannie? L'analyse est faite. À chacun de tirer ses propres conclusions.